Didier Billon, bonjour. Bonjour. Les troupes israéliennes se sont retirées du sud de la bande de Gaza, notamment de la ville de Khan Younes. Pour la Maison-Blanche, c'est probablement juste une période de repos. Comment analyser ce retrait selon vous? La Maison-Blanche fait un commentaire tout à fait juste au demeurant parce que l'armée israélienne elle-même a indiqué qu'il y avait pour une période limitée un retrait des troupes israéliennes, notamment des commandos de la partie sud de Gaza, dans la région de Khan Younes, effectivement, mais que c'était pour préparer d'autres opérations. Malheureusement, je crains qu'il ne faille pas se réjouir trop vite de cette décision. Elle correspond uniquement à des raisons tactiques, voire le besoin de reconstituer les forces pour les commandos israéliens, de se reposer, etc. Mais cela n'annonce guère de nouvelles réjouissantes pour la suite, car à tout moment, des opérations au sol peuvent redémarrer, si j'en suis les déclarations de l'état-major de l'armée israélienne elle-même. Ça ne m'engage pas dans un optimisme très affirmé. Changement de ton, en tout cas officiel, de plusieurs alliés d'Israël. Benjamin Netanyahou lui répète qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu sans libération des otages, malgré le fait que justement le président américain Joe Biden lui a demandé lors de leur dernier appel téléphonique un cessez-le-feu immédiat. Des négociations sont attendues au Caire ce dimanche, alors que la pression internationale s'accentue sur Tel Aviv, donc comme on le disait. Et le Royaume-Uni a aussi appelé à faire cesser le bain de sang dans l'enclave. Est-ce que vous pensez qu'on assiste quand même à un tournant diplomatique depuis notamment cette frappe qui a tué les humanitaires? Un tournant diplomatique, oui. Un tournant médiatique, un tournant rhétorique, oui. Oui, incontestablement. On ne peut pas ne pas prendre en compte ces éléments, ils sont importants, mais ça renvoie à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que tant que l'acheminement du matériel militaire vers Israël ne sera pas interrompu, eh bien je pense que le gouvernement israélien, dont on connaît le centre de gravité à l'extrême droite, ainsi que le cabinet de guerre et bien sûr l'état-major de l'armée israélienne ne seront pas sanctionnés, ils continueront. C'est-à-dire que ces institutions, ce gouvernement, cet état-major ne comprennent que le langage du rapport de force. Donc à la limite, pardonnez-moi l'expression, je la mets entre guillemets, ils se contrefoutent des critiques orales et rhétoriques. Ils continuent puisque de toute façon, il n'y a aucune sanction à leur encontre. C'est la culture de l'impunité bien connue en Israël depuis des décennies. Malheureusement, parce que jamais les États de l'ONU, le Conseil de sécurité, n'ont été véritablement résolus à faire appliquer leurs propres résolutions. Donc il y a une sorte de sentiment d'impunité qui existe et qui s'est confirmé depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que même si les critiques se font de plus en plus nettes, et c'est important, je ne veux pas nier l'importance de cet aspect, mais il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de pression réelle. Et donc ça permet à M. Netanyahou, comme vous le dites, de dire il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que les otages ne seront pas libérés. Dire ça à l'orée d'une reprise d'un processus de négociation indique assez bien qu'il y a peu de possibilités, peu de probabilités que la délégation israélienne accepte un cessez-le-feu. Donc les pressions ne sont pas suffisantes et les déclarations ne sont que des paroles. Et donc les Israéliens se sentent dans une position d'intransigeance absolue. Pour revenir sur ce retrait des troupes israéliennes, l'annonce intervient aussi alors que l'Iran assure qu'aucune ambassade israélienne n'est en sécurité. Tel Aviv a renforcé sa présence au nord. L'armée israélienne, est-ce qu'elle est en train de se redéployer pour se préparer à peut-être faire face à un embrasement dans le nord du pays? C'est probablement un aspect, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure à propos du retrait des troupes au sol israéliennes à Gaza, qui avait la nécessité de reconstituer les forces parce que les commandos ont des pertes humaines assez importantes, donc reconstituer ces forces, donner quelques repos à ces soldats, et aussi probablement dans une logique de redéploiement des troupes, peut-être effectivement vers la frontière nord d'Israël avec le Liban, ça c'est très probable. Mais vous évoquiez les déclarations de Téhéran sur le fait que désormais aucune ambassade israélienne ne devait se sentir en sécurité. Je pense que là aussi, c'est des déclarations, mais l'intérêt objectif des Iraniens, des dirigeants iraniens, ce n'est pas d'aller à la bataille, ce n'est pas de déclarer la guerre à Israël et ce n'est pas de commettre des attentats à l'encontre des ambassades. Donc les dirigeants iraniens sont aussi un peu bloqués, coincés dans un faisceau de contradictions,
puisque à la fois ils ont eu des pertes humaines et surtout le bombardement de leur consulat à Damas. Donc ça c'est très important, c'est même absolument insupportable du point de vue du droit international. S'attaquer à une enceinte diplomatique est quelque chose qui se fait quand même, et heureusement très rarement, et c'est au mépris de toutes les règles du fonctionnement du droit international et du règle du fonctionnement de la diplomatie. Les Israéliens n'ont pas hésité à le faire, mais les Iraniens sont coincés parce qu'ils ne sont pas en situation de véritablement franchir un pas supérieur dans l'affrontement avec Israël, et donc ils se contentent à ce jour de faire des déclarations très fermes, certes très fermes, mais ce ne sont là que des déclarations. Donc vous voyez, sur beaucoup de dossiers qui concernent la région, bien sûr la bande de Gaza, mais d'une façon plus générale, les États comme le Liban, l'Iran et les acteurs principaux, il y a beaucoup de déclarations, on montre ses muscles, et puis il n'y a pas beaucoup de suite. Et quelque part, tant mieux, parce qu'évidemment, le pire des scénarios serait un embrasement général de la région. C'est d'ailleurs, à mon avis, la logique des Israéliens, c'est-à-dire qu'ils cherchent, ils provoquent notamment l'Iran, parce que si les Iraniens organisaient une riposte au niveau qu'ils indiquent, alors évidemment, immédiatement, le soutien complet et acritique de la part de Washington reviendrait à Israël. Donc c'est une logique de la part du gouvernement israélien extrêmement dangereuse. Il joue véritablement et sans mauvais jeu de mots avec le feu. Enfin, ce sera ma dernière question. Ce lundi, il y a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur, la demande palestinienne de devenir un État membre de l'ONU à part entière. Où en est-on de ce processus et qu'est-ce que ça changerait, une intégration pour la cause palestinienne? Le processus pour que la Palestine puisse obtenir le statut d'État à part entière est un peu compliqué. Il est évidemment fondamentalement politique et il passe par des étapes successives, notamment une décision du Conseil de sécurité et d'autre part suivie par une décision d'une commission ad hoc. Et puis après, il y aurait un vote plus général. Donc il y a quand même plusieurs étapes et je pense que dans la situation actuelle, il est vraiment très peu probable que le Conseil de sécurité donne son accord parce que les États-Unis, tout particulièrement, vont bien sûr indiquer que ce n'est pas dans une période de guerre, de tension et d'affrontement terrible que nous connaissons à Gaza que des décisions politiques d'une telle importance peuvent être prises et que les États-Unis vont arguer du fait qu'il faut reprendre un processus de négociation global pour parvenir hypothétiquement à la reconnaissance de l'État de Palestine. Donc je crains que cette demande palestinienne ne soit suivie d'effets positifs, tout en sachant, et c'est là encore une nouvelle contradiction, qu'au sein de l'ONU, à titre individuel, il y a maintenant 140 États, donc une majorité assez large, qui ont reconnu l'État de Palestine. Mais maintenant, il faut passer au cran supérieur, c'est-à-dire la reconnaissance par l'ONU, qui est l'instance dépositaire du droit international, mais pour les raisons évoquées précédemment, je ne pense pas que cela puisse se débloquer désormais. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Merci beaucoup Bon. Didier Billon d'avoir été avec nous sur Média. Au revoir. Au revoir.